Bonjour. Dans cette section d'activité, on va pratiquer des petits exercices sur la dissociation électrolytique, c'est-à-dire quand une molécule est dissoute dans l'eau, si elle est capable de se séparer ses atomes à l'intérieur. Les constituants se séparent et deviennent des ions. Étant des ions, ils peuvent faire passer le courant électrique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une dissociation électrolytique. On va beaucoup parler de ces termes-là ici. On a quelques exercices à faire, mais c'est toujours dans le but de... Dans cette section-là, c'est toujours dans le but de un petit peu les apprivoiser. Donc, utiliser le bon vocabulaire et aussi faire attention aux trucs. Les bons trucs pour apprendre à distinguer les électrolytes des non-électrolytes et apprendre à écrire une équation de dissociation. Alors, la première question nous demande lequel des 4 énoncés sont faux. Déjà, en partant, on dit que la conductibilité électrique, c'est une propriété de certains solides uniquement. Non, parce que dans cette étape-ci, on voit que des solutions aqueuses sont capables parfois de laisser passer le courant. Alors ça, c'est faux. 2. Même à l'état solide, un électrolyte permet le passage du courant. Alors, remarquez qu'un acide ou un sel, même une base, lorsqu'ils sont solides, ne laissent pas passer le courant. Ici, ça dit le contraire. Ça dit à l'état solide, ils sont capables de le faire passer. C'est faux. Il faut qu'il soit en solution. C'est pas comme un morceau de métal qui peut conduire quand il est solide. Un électrolyte peut conduire uniquement lorsqu'il est dissous dans l'eau. Quand ces ions sont mobiles, ils peuvent se déplacer dans l'eau. Le numéro 3, lui, est-tu vrai ou faux? Les électrolytes sont des substances dont la formule chimique est composée d'un métal, comme LiOH, LiCl, c'est vrai, un métal, et d'un non-métal, ou bien de l'hydrogène et d'un non-métal. Ce qu'il faudrait bien comprendre ici, quand on dit hydrogène et d'un non-métal, on va dire hydrogène suivi d'un non-métal. Ça, c'est vrai. Okay? Ça, c'est correct. Et le numéro 4, une solution électrolytique est électriquement chargée, alors qu'une solution non électrolytique est électriquement neutre. Bon, là, ici, il y a un piège. C'est faux, cette histoire-là. Donc, la bonne réponse est 1, 2, 4. Pourquoi il y a un piège? C'est parce qu'un électrolyte, comme mettons NaCl, solide, lorsqu'il est dissous dans l'eau, il se dissocie. On va obtenir Na plus aqueux dans l'eau, ainsi que Cl-, lui aussi aqueux dans l'eau. Quand on dit que c'est électriquement chargé ou électriquement neutre, regardez les charges de chacune des particules qu'on a ici. J'ai du Na qui est plus 1, j'ai du Cl qui est moins 1, plus 1, moins 1, ça s'annule, ça fait une charge globale de 0. Quand un électrolyte se dissout dans l'eau et qu'il se dissocie dans l'eau, en fait, il y a autant de charges positives que de charges négatives qui vont être présentes. Donc, ça devrait être toujours neutre. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est électriquement chargé. Électriquement chargé, ça veut dire qu'il y a plus de charges négatives ou bien plus de charges positives. Alors, quand on dissocie un électrolyte, on a autant de positifs que de négatifs. Donc, c'est pour ça que c'est faux. Ensuite, au numéro 2, c'est beaucoup plus court. Les montages permettent d'observer la conductibilité électrique de 2 solutions. On a 2 solutions, des électrodes dedans, c'est pareil, une pile qui alimente chacune, et si la substance est conductible, si elle peut conduire l'électricité, le courant va pouvoir passer à travers la solution, continuer son circuit, faire allumer l'ampoule. On voit qu'à gauche, l'ampoule ne brille pas, à droite, elle brille. On demande en premier, laquelle ou lesquelles des solutions sont conductrices. On dit bien conductrices. Sont conductrices de courant. Mais ici, le courant ne passe pas. La solution n'est pas conductrice parce que la lumière n'allume pas, alors qu'à droite, la lumière peut éclairer. Donc, elle est conductrice, cette solution-là. On va dire donc B est conductrice. Lesquelles sont non électrolytiques? La solution B est électrolytique parce qu'elle laisse passer le courant. A ne laisse pas passer, donc elle est non électrolytique. On va dire A. Lesquelles sont électriquement neutres? Ici, il n'y a pas d'ion, il n'y a pas de passage, la solution est neutre, donc A. Mais en B aussi, quand on fait une dissociation électrolytique, il y a autant de charges positives que négatives, donc elles s'annulent. Fait que oui, la solution, elle est neutre, même si elle laisse passer le courant. Elle laisse passer le courant parce qu'elle contient des charges. Il y en a autant de chaque sorte, par contre. Donc, elle est neutre.
contiennent des ions en solution. Ben, s'il y avait des ions, le courant pourrait passer entre les deux et la lumière s'allumerait. Donc, il n'y en a pas en A, mais il y en a seulement en B qui contient des ions. Voilà pour ce numéro 2. Bon, question 3. Apprenons à reconnaître les formules chimiques qui peuvent distinguer les électrolytes des non-électrolytes. Qu'est-ce qu'on doit regarder là-dedans? Est-ce qu'ils sont constitués d'un métal et d'un non-métal, c'est-à-dire métal suivi de non-métal, genre M&M? Oui, M&M. Ça, ce serait le cas d'un sel. Est-ce qu'elles sont constituées d'un hydrogène et d'un non-métal, c'est-à-dire HNM, comme les acides? Les sels, les acides ont ces types de formules-là. Mais attention, quand on dit métal et d'un non-métal, ça veut dire, en fait, là, ici, ça devrait être suivi d'un non-métal. Parce que si on a, exemple, non-métal NM suivi de H, ça, ce n'est pas un électrolyte. OK? Il faut vraiment que l'hydrogène soit en premier. Alors, on repère ça ici. Entourer les composés qui sont métal non-métal ou bien H non-métal. On a le premier ici, H suivi d'un non-métal. Ici, c'est non-métal avec non-métal, on n'en sert pas. Le sodium est un métal parce qu'il est à gauche de l'escalier des métalloïdes. Et l'iode est à droite, c'est un non-métal. Donc, métal, non-métal, on encercle. Le fer, métal, le fluor, non-métal. L'aluminium, métal. Et l'azote, non-métal. ALN et non pas AIN. Okay? C'est un L minuscule, cette affaire-là. H2S, ça commence par H, c'est suivi d'un non-métal, donc on l'encercle. À faire attention, H2S en ferait partie de nos électrolytes, mais H2O n'en ferait pas partie. C'est une exception, ça serait juste de l'eau. LiBr, métal, non-métal. C2H6, non-métal, non-métal, on ne l'encercle pas. Mg, c'est un métal, P, c'est un non-métal. CS, on n'encercle pas. PCl3 non plus. Br2, c'est deux non-métaux. C'est pas genre H avec Br, c'est pas métal avec Br, c'est juste deux non-métaux, on n'encercle pas. CCl4 non plus. KF, il manque juste un C à côté pour faire du bon poulet frit, mais non, c'est juste KF. Donc K, potassium, un métal, fluor non-métal, on encercle. Et P2O3, ce sont deux non-métaux, on n'encercle pas. Bon, ça fait une première partie faite. Classer les substances, selon qu'elles sont des électrolytes ou des non-électrolytes. Les électrolytes sont les sels, les acides et les bases. Les bases qui sont constituées d'un métal suivi de OH. Là, ici, il n'y en avait aucune. On va chercher parmi ça, là, lesquels sont des sels ou des acides. On a-tu des acides et des sels là-dedans? Oui, OK. On a toutes celles qu'on a encerclées. Celles qu'on a encerclées sont soit des acides, parce qu'ils commencent par H, soit des sels, parce qu'ils commencent par un métal, suivi d'un non-métal. Nos électrolytes, c'est ceux qu'on vient d'encercler. Quand on a HF, on va faire la liste. NAI. Je vais mettre les lignes comme ça pour montrer que c'est un I majuscule. FeF3. FeF3. Pendant ce temps-là, tu te demandes peut-être pourquoi ils nous les font encercler puis réécrire après. C'est pour que tu remarques que si tu as un métal avec un non-métal ou un hydrogène avec un non-métal, automatiquement, ça devient un électrolyte. Ça veut dire que dans l'eau, il va être capable de conduire le courant électrique, sauf si la combinaison, c'est H2O. C'est l'exception. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Et qui sont les non-électrolytes? Bien, les autres. Le CO2, pas parce qu'il est gazeux, parce qu'il est composé de deux non-métaux. Il n'y a pas de dissociation qui se ferait entre eux. C2H6, C2H6, CS2, Counter-Strike 2, PCl3, PCl3, c'est un L, Br2 et CCl4, ainsi que PO, P2O3. Ah, ben ça nous fait notre série d'électrolytes et de non-électrolytes. C'est comme ça qu'on reconnaît leur formule chimique. Incluant les bases aussi. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. 4. Soit les séries de substances suivantes, laquelle est composée seulement d'électrolytes. Bon, déjà, CH4, c'est pas un électrolyte, donc on ne prend pas ça.
Hi, donc métal, hydrogène avec non-métal, oui. Métal avec non-métal, métal avec non-métal, métal non-métal. Donc oui, ça c'est fait seulement d'électrolytes. Ici on a du sucre, c'est pas un électrolyte. De toute façon, on avait aussi là non-métal, non-métal. Et là, oui, non. H2, ça compte pas ça. NH4Cl. Hey, là, il nous niaise parce que NH4 peut jouer le rôle d'un métal des fois. Mais à cause du H2, on dit non, ça, ce n'est pas un électrolyte. Donc, on ne le choisit pas. Il y a seulement C qui est la bonne réponse. Je vais vous parler du NH4 quand on va présenter le chapitre suivant sur les acides, les bases et les sels en particulier. Numéro 5. Parmi les équations et les énoncés suivants, lesquels correspondent à une dissociation électrolytique? Une dissociation électrolytique, c'est une transformation physique dans laquelle notre substance de départ se décompose en ions positifs et en ions négatifs lorsqu'ils sont dissous dans l'eau. Entourez toutes les bonnes réponses, il y en a plusieurs. A. Est-ce qu'on l'entoure? La dissolution du soluté dans l'eau ne fait que séparer les molécules les unes des autres. Si on fait juste les séparer les unes des autres, on n'a pas une dissociation électrolytique, on a juste séparé les molécules. Donc ça, ce n'est pas une dissociation électrolytique. B, on est simplement passé du CO2 gazeux au CO2 aqueux, on l'a mis en solution dans l'eau, comme par exemple quand l'excès de CO2 atmosphérique se dissout dans l'eau des océans, ça fait plus de CO2 dans l'eau, mais ce n'est pas des ions positifs ou négatifs. C, la dissolution du soluté dans l'eau produit deux ions. Ah, produit des ions de charge opposée, oui. Ça, c'est une dissociation électrolytique. Après ça, on a encore une fois du sucre solide qui devient aqueux, le glucose solide qui devient aqueux. On a juste changé d'état, on n'a pas créé de séparation, on n'a pas créé d'ions. Ici, oui, on est parti de MgCl2 à des ions. Ça, c'est une dissociation électrolytique. Le suivant aussi, parce qu'on a obtenu des charges électriques en séparant les éléments. Du dibrome liquide à du dibrome aqueux, ce n'est pas électrolytique, il n'y a pas d'ions qui sont faits. H, la dissolution du soluté dans l'eau produit une solution non électrolytique. Ben, non, ce n'est pas une dissociation vu que c'est non électrolytique. Et le dernier, NaBr devient Na plus et Br-. Oui. On avait ces quatre-là, hein? C, E, F et I. Dernière page déjà. Oupi. Voyons. Pardon. Numéro 6. Entourer les équations de dissociation électrolytique suivantes qui ne sont pas écrites correctement et puis expliquer pourquoi et corriger les équations au besoin. Bon, on va faire ça tout ensemble ici en même temps. Alors, la première, Li2O solide. On a un métal, un non-métal, ça devrait se séparer, oui. Li plus O moins. Li plus O2 moins. Ah, il y a une erreur ici. On avait deux atomes de lithium dans la molécule de LiO2, donc on aurait dû présenter un 2 en avant ici. 2 Li plus et O2 moins, ça serait correct. Là, on aurait quelque chose de neutre. Deux substances positives avec une substance qui est doublement négative. On a 2 moins, on aurait 2 plus. Ça serait correct, ça serait neutre à la fin. Donc, l'erreur ici en A, c'est qu'on aurait dû mentionner 2 Li plus aqueux, ainsi que une fois O2- aqueux. Le problème, c'est qu'elle n'était pas neutralisée. On n'avait pas balancé l'équation comme il faut. B. AlCl3. AlCl3. On a un aluminium de la troisième famille, donc il devient 3+. Et on a 3 atomes de chlore qui deviennent 3 ions Cl-. Ça va. 3+, 3-, c'est égal. Ça va bien. C. Donc, elle était entourée. C. Ca3P. Donc, métal, non-métal, 3 calcium, 2 phosphore, 2 phosphore. OK. Les charges électriques, 2+, oui, 2 électrons à donner. Et le P, 3-, parce qu'il y a 3 électrons à recevoir. Ça va. Dans une dissociation électrolytique, les substances sont dans l'eau. Elles ne sont pas devenues liquides. Elles devraient être aqueuses. Donc, le problème avec C, c'est que la dissolution aurait dû donner 3 calcium 2+ aqueux et non pas 3 calcium 2+ liquide.
Et le restant, 2P3-, ça c'était correct ça. 2P3- aqueux, ça c'était bon. Le dernier, ben non, ça ne peut pas être des gaz. Donc on a le même problème ici avec la lettre D. On est supposé avoir une solution aqueuse et non pas gazeuse. Même problème, on aurait dû écrire 2H plus aqueux, ainsi que un soufre, ça c'est correct, un soufre S, 2-, aqueux. Non, tu vois, c'est des petits détails, hein. Mais tous ces petits détails-là sont présentés dans ton cahier. Ils sont présentés en disant, dans tes étapes pour faire une dissociation, à l'étape numéro 4, ils disent, hey, pense à inscrire un indice qui te donne l'état de chaque substance. Numéro 7, ben justement, on va enfin écrire des équations de dissociation. C'est vraiment le talent qui est attendu de vous, la compétence attendue. AlOH 3 fois. Alors, on commence avec une parenthèse, ils sont pas fins. Quand il y a une parenthèse comme ça, avec un indice à côté, ça veut dire que ce qu'il y a dans la parenthèse est affecté par l'indice. Il y a donc 3 fois le groupe OH. Si je représentais cette molécule-là, je dirais j'ai un aluminium avec 3 groupes de OH qui lui sont attachés ensemble. Quand on fait une dissociation, on coupe après l'aluminium, après le premier. Donc on coupe ici. Puis on dit qu'est-ce qu'on va obtenir? Qui est positif, qui est négatif? Je fais mes étapes. Première étape, on les sépare. Je vais donc faire ma flèche qui dit je fais une dissociation, une transformation, et après j'obtiendrai de l'aluminium et des groupes de OH. Aluminium, Al, et des groupes de OH. Laissez-vous de l'espace entre eux, que ce soit bien clair. La deuxième étape, c'est de regarder la charge électrique qu'ils vont avoir. L'aluminium ayant 3 électrons de valence, il veut donc donner 3 électrons de valence. Il va en donner un à cet hydroxyde, un autre ici, et le dernier va être donné en bas. Il y a 3 électrons à donner. Si on donne 3, on perd 3 électrons, on devient donc 3+. Et l'hydrogène, l'hydrogène avec l'oxygène, le groupe OH, qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Chaque groupe de OH gagne un électron. Fait que si on regarde juste celui-ci en haut, là, celui-là, il gagne un électron. Il va devenir un moins. Celui-là, il gagne un électron, donc il va devenir un moins. Et celui-là, il gagne un électron, il devient un moins. J'ai donc 3 groupes hydroxydes qui sont chacun un négatif. Donc, on dit 3 OH comme ça, moins 1. Et le moins 1 ne s'applique pas juste au H, il s'applique à tout ce qu'il y a dans cette parenthèse, dans ce crochet. J'ai donc donné la charge de chaque constituant. Je n'ai pas fini. Il faut regarder les quantités. L'aluminium, il n'y a pas de petits indices à côté. Ça veut dire une fois aluminium. Mais le groupe OH, il y a un 3. 1, 2, 3. Ça veut dire que je dois le mettre en coefficient maintenant, ce 3-là. Pour dire que j'ai 3 fois le groupe OH. Et là, je vérifie mes quantités. J'ai bien 3 positifs avec 3 fois un négatif. 3 plus, 3 moins, ça s'annule. C'est correct, c'est neutre. Il me reste à inscrire l'état aqueux en solution de chacun. AQ de chacun. C'est un petit peu plus long quand on a des parenthèses parce qu'il faut penser à comment vont être distribués les électrons et quelle sera la charge de ce groupe. Mais vous allez vous habituer rapidement et reconnaître qu'à chaque fois que vous avez OH, ça devient OH-1. Avec le temps, vous allez le remarquer. La deuxième, on fait la séparation, on sépare BE et P. On a donc BE et phosphore, beryllium et phosphore. Les signes de chacun. Étant donné que le beryllium est dans la deuxième famille du tableau périodique, il y a 2 électrons à donner, il devient 2+. Et le phosphore est dans la 5e famille du tableau, il y a 5 électrons sur 8. Mais attention, à 5 sur 8, il n'en donne pas 5. Ça veut dire qu'il y a de la place pour en recevoir 3. Tu sais, si on se redessine le phosphore selon le modèle de la notation de Lewis, 5 électrons de valence, il a commencé à faire des couples. Alors, il veut faire d'autres couples. Ça veut dire qu'il veut recevoir 1, recevoir 2 et recevoir 3 électrons. Il reçoit 3 électrons, il devient 3 négatifs, 3 moins. C'est comme ça que tu détermines sa charge, hein? C'est comme ça. Fait que
J'ai séparé, j'ai indiqué les charges, je regarde les quantités. BE3, ça veut dire 3 fois BE. P2, ça veut dire 2 fois P. J'inscris que c'est en solution aqueuse et c'est terminé. On recommence. Étape 1, on sépare. Je sépare le fer et le fluor. Fer et fluor. Ensuite, j'inscris leur charge électrique. Oups là, ça peut être spécial parce que le fer, c'est un métal de transition, fait qu'il peut prendre plusieurs charges différentes. On va donc regarder ce qui arrive au fluor. Le fluor, c'est un halogène. Il y a 7 électrons de valence. Il veut donc en recevoir un. Il va être un négatif. J'ai un atome de fer et j'ai 3 atomes de fluor. Donc, mets ça en perspective si on le dessinait ici. J'ai un fer, je ne sais pas combien d'électrons il veut gagner, il veut perdre, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr. Mais j'ai 3 fluors à côté, 3 fluors, qui veulent chacun en donner un. Lui, il veut donner, donner, qui va en recevoir. Hey, je suis en train de me tromper de mot, puis c'est important. C'est bien important que je ne me trompe pas. J'ai 3 fluors qui sont des halogènes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons de valence. OK? Chacun est comme ça. Il y a donc une place de libre pour en recevoir. J'ai donc 3 fluors qui veulent recevoir un électron chacun. Chaque fluor en veut un. Donc, le fer va être obligé d'en donner 3. Et si le fer en donne 3, il devient 3 positif. Parce qu'il a perdu 3 de ses électrons. Pour eux autres, là, les éléments de transition, on ne peut pas vraiment se fier au numéro de la famille. Il va falloir regarder qu'est-ce que l'halogène veut. Puis après ça, on va dire, OK, le métal va lui donner. Et on finit en disant l'état aqueux de chaque ion. Il en reste juste 2. MgO solide va se dissocier. On va le couper après le magnésium. On a donc Mg plus l'oxygène. Mg, ce n'est pas un métal de transition. On peut vraiment se fier à son numéro. Il est dans la famille 2, donc 2 plus. L'oxygène est dans la famille 6, alors 2 moins, parce qu'il veut recevoir 2. Et on inscrit qu'il n'y a aucun indice, donc il n'y a pas de coefficient. C'est 1 de chacun. On inscrit qu'ils sont aqueux. Il aurait pu laisser plus d'espace entre les lignes. Honnêtement, si je faisais un commentaire, si quelqu'un travaille dans une maison d'édition de cahiers d'élèves, faites plus d'espace entre les lignes qui peut s'écrire ces beaux enfants-là. Ensuite, LiH solide. On les sépare. On sépare après le premier, c'est-à-dire après le lithium. On a Li et H. Wow! Ça, c'est l'exception dont je vous parlais au mois de décembre, quand on se disait, regardons ça, des fois l'hydrogène peut devenir négatif. Alors, le premier élément est positif, Li+, il est plus 1, n'est-ce pas, parce que le lithium, il a un électron de valence, mais l'hydrogène aussi, il a un électron de valence. Alors, qui donne, qui gagne? Il y a une convention en chimie qui dit que le premier élément dans une molécule comme ça va être le donneur d'électrons et le deuxième, ou les autres, seront les receveurs. Donc, le lithium donne et l'hydrogène reçoit. Le lithium donne, il devient plus 1. L'hydrogène reçoit, il va devenir moins 1. Pour les quantités, il n'y a pas d'indice, donc c'est 1 de chaque. Et on termine en écrivant qu'ils sont sous forme aqueuse. Bon, c'est des exercices de pratique. Il y en a d'autres dans la consolidation. Personnellement, c'est pas merveilleux de commencer avec une exception avec des parenthèses et c'est pas merveilleux de finir avec une exception où est-ce que l'hydrogène devient négatif. Mais c'est des cas qui peuvent exister. Alors, ils vous les ont présentés, puis c'est quand même correct que je t'en ai parlé maintenant. La dernière question, finalement, lesquels des énoncés ci-dessous sont vrais à propos des électrolytes? Ben, il y aurait BDF. Ouais. Pourquoi BDF? Parce qu'on dit que tous les liquides sont conducteurs. Non, l'alcool n'est pas un conducteur. On ne conduit pas quand on prend de l'alcool, mais on ne conduit pas quand on est de l'alcool non plus. B, c'est vrai. Quand on met des électrodes ou un DCE dans une solution de vinaigre, l'ampoule s'allume. Pourquoi? Parce que du vinaigre, c'est de l'acide. Et un acide, c'est H suivi d'un non-métal, donc c'est un électrolyte. Oh, mais moi, je ne savais pas que le vinaigre, c'était un acide. Ben, tu y goûteras. Tu vas voir que ça goûte l'acide. C, le sel et le sucre sont tous les deux des électrolytes. Le sel, oui, mais le sucre, non. C'est pour ça que c'est faux.
AlCl3 est un électrolyte. Oui, métal, non métal, c'est un électrolyte. Alors que le dioxyde de soufre est un non-électrolyte. Ben oui, non métal, c'est non électrolyte. L'équation de dissociation de l'ammoniac NH3 devient NH3 gazeux devient liquide. Ben non, c'est pas une dissociation de l'ammoniac, c'est faux. Et puis F, l'équation de dissociation électrolytique du difluorure de beryllium, BeF2, dissociation, ça veut dire qu'il faut couper. Ça devient Be, oui, F, oui, 2-fluor, oui. Et le signe, Be2, parce qu'il est dans la famille 2, F-1, parce qu'il est dans la famille 7, c'est correct. C'est bien pour ça que ce sont ces trois-là qui sont vrais là-dedans. Donc, je vous dis, il y a d'autres exercices à propos de ça dans la consolidation. À quoi on s'attend de vous? Être capable d'écrire comme au numéro 7 des équations de dissociation. Être capable de reconnaître comme au numéro 3 lesquels sont des électrolytes ou des non-électrolytes. Puis, au numéro 1, déterminer c'est quoi c'est un électrolyte par rapport à un non-électrolyte là, au niveau là, au niveau voyons, moléculaire ou pas moléculaire, mais au niveau de ses propriétés, au niveau de son comportement, ça fait quoi ça un électrolyte? Ouais, c'est pas mal ça, l'essentiel des exercices qu'on a vus ici. Tant mieux si ça n'a pas été trop long à faire, tant mieux si les explications sont plus claires. On se voit en récupération si on a besoin d'aide supplémentaire.